Époque de Révolution 3, le siècle de Lumière. Première partie. Ce thème-là, le siècle de Lumière, on le fera en deux parties, aujourd'hui et au prochain cours. Aujourd'hui, on va faire la partie A. Premier mot-clé, les Lumières de la raison au XVIIIe siècle. Donc, le siècle des Lumières, pour répondre tout de suite à la question, est le XVIIIe siècle. L'influence de ce mouvement de pensée, ce mouvement philosophique, a été tellement fort qu'il a donné nom au XVIIIe siècle. D'accord? Donc, les Lumières, c'est un ensemble de penseurs, des philosophes, qui faisaient beaucoup de conférences, qui écrivaient des textes, des livres, des pamphlets, et qui ont beaucoup influencé la mentalité de leur siècle. Un phénomène répandu surtout en France, mais aussi en Angleterre, en Allemagne et un peu partout en Europe. Le XVIIIe siècle, ça a été un siècle de grandes transformations culturelles et aussi, on verra, politiques, surtout dû à l'influence de cette nouvelle mentalité. D'accord? Or, lumière, pourquoi elle s'appelle comme ça? Qu'est-ce que c'est la lumière pour ces gens-là? C'est la raison. D'accord? Le mouvement de lumière, ce mouvement philosophique, a comme point principal, comme point de départ de toute réflexion, cette capacité humaine qu'on appelle la raison. C'était le premier mot-clé. Quelques questions? Alyosha? Ben, disons qu'il y avait de tout, hein, d'accord, mais l'idée principale, c'était de baser une réflexion et on verra aussi une réorganisation de la société à partir de la raison. Deuxième mot-clé. Avant de dire ce qui était la raison pour les Lumières, on va faire un pas en arrière en histoire. D'accord? Et c'est-à-dire voir comment dans l'Antiquité et au Moyen Âge, la raison était vue, était présentée par les savants de l'époque. Un des penseurs principaux, des personnes, des anciens philosophes grecs qui a théorisé la raison, cette capacité humaine, les humains ont toujours eu la raison, capacité de raison. Un des premiers qui l'a théorisé, c'est Platon. On en a parlé un peu l'année passée. Platon. Déjà, en Antiquité, il insistait beaucoup avec ses élèves, les élèves de l'académie, qu'avant de porter un jugement sur quelque chose, il fallait être raisonnable, il fallait appliquer des systèmes de raisonnement rigoureux. Et c'est pour ceux-ci qui insistaient sur l'apprentissage des mathématiques. Mathématiques, c'est de la raison abstraite, mais rigoureuse. D'accord? Si on se trompe, une petite erreur, plus ou moins, on n'aura pas le résultat final qu'on doit avoir. Ok, Platon, entre autres choses, il disait que nous avons trois façons pour apprendre, que nos connaissances étaient basées sur trois éléments. Qu'est-ce qu'il y a? C'est les trois. Oui. C'est l'expérience, ensuite il y avait quelqu'un d'autre nous le dit. Ok. Et la logique. Et la logique, oui, et la raison. D'accord? Oui, ok. Alors que, on va y penser de notre vécu tous les jours. Non? Alors, il y a trois façons pour connaître. Un, c'est l'expérience directe. Une façon sensorielle, qu'on le voit, qu'on le sent. D'accord? L'autre, deuxième, c'est que quelqu'un nous le dit. D'accord? Les témoignages de quelqu'un d'autre. Et troisième, c'est la capacité rationnelle. On va faire un petit exemple. Je marche dans la rue, ok, puis à un moment donné, sur ma peau, je sens un peu de fraîcheur, quelque chose de froid, sur mes bras, sur mon visage. Et puis j'observe mieux et je vois les gouttes qui tombent du ciel.
et je vais dire, il pleut. D'accord? Je sais qu'il pleut, exemple, c'est anodin, banal, mais ça nous permet de comprendre. Il pleut, je l'observe directement. Je l'ai senti avec mes sens, avec d'abord le toucher et puis avec la vue. D'accord? Supposons par contre que je suis à la maison et je dois sortir. Ok? Quelqu'un arrive, ok? Et il me dit, il pleut. Et alors, moi, je prends le parapluie. Moi, je n'ai pas vu qu'il pleut. D'accord? J'ai pris le parapluie parce que j'ai fait confiance à celui qui m'a dit qu'il pleut. D'accord? C'est une personne crédible. Quelle raison aurait-il de mentir? Et donc, je prends le parapluie. Je sors et il pleut. D'accord? Ok? Beaucoup de nos connaissances, ce sont des connaissances que nous avons parce que quelqu'un d'autre nous a dit. Et nous y croyons. Souvent, c'est vrai. Quelquefois, on peut... Il y a aussi des fake news, mais souvent, la plupart des cas, on fait confiance à qui nous enseigne quelque chose, nous dit quelque chose. Par exemple, moi, je ne suis jamais allé en Australie. Est-ce que quelqu'un d'entre vous est allé en Australie? Oui. Bon, tant mieux si vous êtes allé. Mais je connais quelqu'un qui est allé en Australie, mais pas beaucoup de personnes sont allées en Australie. C'est vraiment l'autre côté du monde, l'Australie. D'accord? Géographiquement. Pourtant, je ne doute pas que l'Australie existe. Je fais confiance à tous les signes qui existent. D'accord? Aujourd'hui, il y a beaucoup de théories complotistes, des gens qui ne font plus confiance à ce que les médias, à ce que les autres nous témoignent. D'accord? Mais jusqu'à quel point les complotistes ont raison, je ne sais pas. D'accord? La plupart des choses que nous savons, c'est parce que quelqu'un d'autre nous l'a dit. OK? Troisième, c'est la raison. OK? On peut connaître par la raison. OK? Supposons que je sors, avant de sortir dans le palier, juste dans la porte de mon voisin, je vois un parapluie qui coule. Personne ne m'a dit rien, ok? Personne je ne l'ai pas vu, moi, la pluie, mais si sur la porte de mon voisin, à l'intérieur, disons, du corridor des appartements, je vois un parapluie mouillé qui coule, bon, je dis, il pleut. Je ne l'ai pas vu, mais je fais le lien, comprenez-vous? Un autre petit exemple sur comment je peux savoir qu'il pleut par la raison. Imaginez une bonne soirée d'automne comme maintenant. Je me couche vers 11 heures, tout silence, et puis de dehors, j'entends le bruit de l'eau qui coule dans la canalisation. Alors, de l'eau qui coule du toit. Et je dis, il pleut. Je n'ai pas vu la pluie, personne ne me l'a dit. Mais si l'eau coule, ça veut dire qu'il pleut. Je connais par raisonnement. D'accord? Mais Platon avertissait aussi ses élèves qu'il faut faire attention. Parce que la raison peut se tromper. Et donc, il faut toujours valider par l'expérience. OK? Supposons toujours dans l'exemple de l'eau qui coule, dans la canalisation, c'était un voleur qui était rentré à la maison, puis était monté sur le toit, et là, il était en train d'uriner. Et donc, l'eau coulait. D'accord? Alors, tu joques, évidemment. Mais il peut y avoir plein d'erreurs. Okay? Et c'est pour ça que dans la mentalité scientifique, l'hypothèse doit être toujours confirmée par l'expérience. On va voir que, donc, ceci, c'était un peu comment les anciens avaient théorisé. Laissez-moi terminer le point. Plus en avant, d'accord, et au Moyen-Âge, deux grands penseurs qui se sont penchés beaucoup sur cette capacité humaine qui c'est la raison. Un, c'est Augustin, et l'autre, plus tard dans le Moyen-Âge, c'était Thomas d'Aquin. Comment? Oui, je l'écris au tableau. Thomas d'Aquin. Les deux sont reconnus comme saints. D'accord? Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin. Or, aux autres, ce sont deux penseurs chrétiens. Okay?
Et il donne beaucoup d'importance à la raison. D'accord? Et ils reconnaissent que c'est une capacité humaine importante, une façon d'apprendre, de connaître des choses. C'est aussi une façon pour expliquer la foi chrétienne. Pour ce défenseur, c'est clair. Dans la foi chrétienne, il n'y a rien d'irrationnel. Tout est rationnel. C'est possible pour la raison qu'un principe absolu, un ingénieur de l'univers ait créé le monde. Et c'est possible pour la raison aussi que cet ingénieur du monde, un jour, a décidé de se montrer, entrer en communication avec les humains. D'accord? Donc, c'est possible. Et Augustin, surtout, il rentre en dispute avec certains chrétiens de son époque sur une question qu'il jugeait pas rationnelle. D'accord? Il y avait certains chrétiens de son époque qui disaient, par exemple, que la Terre était plate. C'est une fausse idée que les gens du Moyen-Âge pensaient que la Terre était plate. Depuis l'Antiquité, au moins les savants savaient que la Terre était ronde. D'accord? Et déjà, dans les premiers siècles du christianisme, à la fin de l'Empire romain, 4e siècle, 5e siècle, les savants savaient déjà que la Terre était ronde. Pourtant, il y avait quelques chrétiens qui avaient écrit que la Terre était plate parce que dans l'Ancien Testament, il y a un psaume qui dit que 4 angles et 4 anges soutiennent la Terre à ses angles, comme si c'était une nappe, par exemple. D'accord? Mais Augustin dit, s'il y a un conflit entre ce que la Bible dit et la raison dit, il faut croire à la raison. Comprenez-vous? Donc, si la raison a démontré, les anciens philosophes, Aristote déjà, Aristote avait démontré que la Terre était ronde, par raison, on ne l'avait pas démontré encore, mais par la raison, il l'avait démontré par plusieurs choses, d'accord? Alors, il faut dire que la Terre était ronde. Il ne dira pas que la Bible dit le faux. Il dira tout simplement, ça veut dire que par ce message-là, la Bible veut nous dire quelque chose d'autre. D'accord? Et c'est par exemple tout ce que le christianisme a fait, les communautés chrétiennes ont fait dans leur majorité quand on a découvert, par exemple, plus tard, au 19e siècle, 20e siècle, les théories évolutionnistes, d'accord, sur les origines des humains et de la Terre. Alors que, qu'est-ce que le conte de la création veut dire? Il veut nous dire quelque chose d'autre, anthropologiquement important. Donc, cet auteur du Moyen-Âge, ils disent la raison, c'est très important, ils donnent une grande place à la raison, mais aux autres, ils disent que la raison a ses limites. La raison n'explique pas tout. D'accord? Dans l'expérience de l'amour, ce n'est pas un calcul de raison, mais il y a une intuition profonde humaine qui nous fait, à un moment donné, rendre convaincus que cette personne-là, lui, elle nous aime. D'accord? Et dans le domaine de la foi, c'est quelque chose de similaire. Okay? La raison est là, on ne la met jamais de côté, mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose de plus pour connaître. D'accord? Par exemple, l'idée de la confiance, etc. Philippe, ta question. Vous avez dit Augustin, il rentre en débat avec d'autres chrétiens parce qu'ils disent que la Terre est plate. Oui. Mais c'est comment qu'il explique ces gens? Comment? Ouais, c'est comment qu'il explique qu'elle est ronde? Ben, parce que, tu sais déjà, si je ne me trompe pas, c'était au 4e siècle avant Jésus-Christ, il y a un savant grec à Alexandrie d'Égypte qui a fait le calcul de la circonférence de la Terre. D'accord? Au jour du solstice, il a calculé l'ombre d'un poteau à deux villes à une certaine distance, et par l'angle du poteau, hein, et, ben, il y avait quelqu'un dans l'autre ville, mais il a comparé les données, et par l'angle de l'ombre, il a calculé la forme de la Terre, la sphéricité de la Terre. Et ce qu'Aristote avait écrit, c'était déjà annoncé à l'avance par Aristote qui avait dit, si tu voyages, tu vois d'abord les montagnes, puis la Terre. Il y avait plusieurs preuves que la Terre, plusieurs indications, d'accord, indices que la Terre était ronde. D'accord? Donc c'était raisonnable de dire que la Terre était ronde. Et ils le savaient, tous les savants le savaient. D'accord? Aujourd'hui, dans un manuel, par exemple, des secondaires 3,
Hein, je dis, au Moyen-Âge, les gens pensaient que la Terre était plate. Pas vrai. Prenez n'importe quelle image d'un empereur du Moyen-Âge, de Frédéric II par exemple, ou de Charlemagne, ils sont toujours représentés avec une sphère dans leurs mains. Parce que la Terre, ils savaient que la Terre était ronde. Oui. Maintenant aussi, il y a des personnes qui... Oui, mais disons que c'est plus récent. Ça remonte au 19e et 20e siècle, les négationnistes, plutôt qu'au Moyen-Âge. Parce qu'au Moyen-Âge, les gens savaient que la Terre était ronde, mais ça ne changeait rien de leur vie. D'accord? Si tu vis seulement sur un continent, ça ne change rien. Mais quand tu commences à faire de grandes navigations, quand tu commences à utiliser l'avion, ben là, l'influence que le fait que la Terre est ronde, tu dois la calculer. Ok, au XVIIIe siècle, par contre, comment elle est conçue, la raison, par certains philosophes du XVIIIe siècle? Alors, là, je dis ici les idées principales, le courant principal. Chaque philosophe avait son idée, ses nuances, d'accord, ils n'étaient pas tous sur la même position. Mais si on essaie de faire une abstraction sur ce qui est commun pour sur les Lumières, c'est que les Lumières, ces philosophes-là, donnent une valeur fondamentale et exclusive à la raison. La raison, c'est le seul instrument pour connaître la réalité et réaliser le progrès. Certains philosophes arrivent à dire que ce que la raison ne connaît pas n'existe pas. C'est du faux, tout simplement. Ne connaît pas n'existe tout simplement pas. C'est une légende, c'est un mythe, rien d'intéressant. Hein? Encore aujourd'hui, beaucoup utilisent la formule mythe ou réalité. Non? Quand certains veulent préciser certains thèmes, dire qu'on va dire ce qui est vraiment scientifique, mythe ou réalité. Est-ce que vous avez vu quelqu'un? Vous avez dit que les lumières donnent une valeur fondamentale à la raison. Oui. C'était quoi la valeur? Et que la façon absolue pour connaître ce qui est vrai est seulement ce que la raison peut connaître. Oh, okay. D'accord? Certains arrivent à dire que les limites de la raison, ce sont les limites de la réalité. Ce que la raison n'arrive pas à comprendre n'appartient pas à la... Oui, Mathias. Vous avez dit que la raison est le seul instrument Pour connaître. Pour valider les connaissances, au moins. D'accord? Ok. Cette conception, on va les mettre ensemble, les deux prochains mots-clés. On va dire négation. Cette idée de la raison amène à une certaine négation de certaines réalités sociales, de certaines idées de l'époque. Ok, négation de certaines idées antérieures, de certaines idées présentes dans la société du XVIIIe siècle. Alors, évidemment, c'est un premier moment dans l'histoire qu'on nie la religion. D'accord? Et nous avons vu dans la Réforme, il y avait beaucoup de conflits entre les religions. Il y avait beaucoup de conflits, hein? Mais personne n'a nié l'existence de Dieu, où tout le monde, catholique, protestant, ce qu'on appelait hérétique, restait dans un cadre du christianisme. Non? Ici, par contre, certains auteurs de Lumière nient vraiment la religion chrétienne et toute religion révélée, toute religion où on affirme que Dieu s'est manifesté. D'accord? Certains, d'autres par contre seront profondément chrétiens à leur façon, etc. Et la religion est vue plutôt comme un sentiment, comme une superstition, une peur de l'inconnu. On n'arrive pourtant pas à la négation de Dieu. Dieu existe toujours. On n'arrive pas vraiment à une position athée. D'accord? Ok, une religion typique de ces penseurs, on peut l'appeler déisme. Disons, ce n'est pas une religion, mais c'est une conception. C'est une conception religieuse,
d'accord, qui est explicable d'une façon raisonnable. Donc, le déisme, on peut l'expliquer avec un exemple. Exemple de l'horloge et de l'horloger. D'accord? Alors qu'au XVIIIe siècle, une grande horloge avec un cadran, avec les pendules, il faut une pendule qui va à droite à gauche, qu'il faut mettre une corde, non? Qui décorait beaucoup de salons, hein, les gens assez bien nantis qui pouvaient se l'acheter. Donc, ce type d'horloge-là était la fine pointe de la technologie de l'époque. Ce qu'aujourd'hui, ça serait l'iPhone, on s'est rendu à quoi? 12, 13, on a fait le 13 déjà. Okay. D'accord? Alors, imaginons que c'était l'iPhone 12, on va dire le 12, ok? Pourquoi? Parce qu'une horloge avait des mécanismes complexes et compliqués en arrière. Tout un ensemble de rouages, d'engrenages, d'accord, qui permettaient de calculer avec précision l'avancement du temps. Et puis, il fallait donner la corde, donc le balancement. C'est une œuvre mécanique assez avancée. J'avoue, moi, je ne serais pas capable de la construire. Or, l'horloge est donc, dans cette conception, le monde, la réalité, tout ce qui existe. Comprenez-vous? L'horloge. Parce qu'il dit que le monde naturel n'est pas quelque chose de chaotique. C'est quelque chose de bien organisé. Le monde est soutenu par des lois physiques, des lois biologiques qui démontrent une très grande rationalité, que notre raison arrive à peine à découvrir en petite partie. D'accord? Or, si donc le monde est l'horloge, dans cette conception, Dieu est l'horloger. Et l'intelligence suprême qui a fait cette horloge l'a mis en marche, mais il n'est plus là. Et l'horloge avance tout seul, soutenu par ces lois, par cette énergie initiale qu'il a eue et qui pousse. D'accord? Ceci est l'idée de Dieu que ces déistes liés aux lumières qu'ils ont. Mais ils ne vont pas plus loin de ceci, parce qu'une religion traditionnelle dit qu'on peut avoir la même conception, le créateur, c'est ce Dieu intelligence suprême, on peut l'appeler comme on veut, c'est infini, mais une religion comme le christianisme, les gens occidentales, surtout christianisme, judaïsme et islam, dit que ce Dieu-là, cet horloger-là, à un moment donné, s'est manifesté. Les textes sacrés sont la manifestation de ce Dieu qui veut se montrer aux humains. Et dans le christianisme, évidemment, c'est Jésus-Christ, sa personne. Non? Donc, il nie que Dieu s'est manifesté, on reconnaît seulement un principe universel, vague, mais une intelligence qui est à l'origine, ou dans le temps, ou une origine toujours présente, de cette réalité. Une autre chose que beaucoup de philosophes lumière nient, c'est l'histoire. Okay? Ils n'ont pas une grande appréciation de l'histoire, parce qu'ils disent la société telle que nous avons aujourd'hui, c'était au XVIIIe siècle, il y a encore en France un pouvoir absolu, où il y a beaucoup de privilèges, beaucoup d'injustices. La société que nous avons aujourd'hui, elle nous vient de l'histoire. Ce sont toutes les séries d'événements qu'il y a eu avant qui ont formé la société d'aujourd'hui. Mais la société d'aujourd'hui, elle n'est pas rationnelle, n'est pas rationnellement organisée. D'accord? Des choses sont mal faites, des injustices, des gaspillages, des violences, d'accord? Ils n'aiment pas la société dans laquelle ils vivent. Par
contre, ils aiment d'autres modèles. Ils vont aimer surtout le modèle anglais de la gestion du pouvoir. D'accord? Donc, ces philosophes-là, ils prônent des réformes sur la société. Ok? Ils prônent des réformes et ils vont beaucoup influencer les souverains. Les souverains, c'était souvent des souverains absolutistes qui avaient le pouvoir pour faire des réformes, par exemple, agricoles, pour introduire de nouveaux systèmes de rotation, de nouvelles cultures agricoles. Ils vont faire leur pression et leur influence, exercer leur influence sur les souverains pour améliorer la situation sanitaire de ces pays-là, d'accord? Pour réorganiser, par exemple, les égouts, les aqueducs. C'est pas pour rien que, par exemple, le bol de toilette que nous utilisons tous les jours a été inventé au XVIIIe siècle. C'est une expression, si vous voulez, banale, d'accord, des Lumières. C'est-à-dire que passer à une hygiène supérieure, d'accord, trouver des systèmes qui permettaient aux maisons et aux villes d'avoir des systèmes d'hygiène qui auraient permis d'avoir une meilleure santé. Question. Philippe. Est-ce que vous pouvez redire sur une courte définition de déisme? Qui a saisi? Qui pourrait dire en ces mots? Mathias, parle fort sinon on ne t'entend pas. Dans mes mots, je dirais genre. On pourrait le mettre en genre visuellement en une grande horloge. C'est genre très complexe, tout est bien formé, tout est bien organisé. Mais cette horloge est créée par Dieu. Et Dieu a créé l'horloge. Ça t'aide à mieux comprendre? Est-ce que c'est une bonne définition? Oui, il a bien compris. Je ne sais pas si l'expression, ça pourrait être bonne. Je te donne un autre exemple, d'accord? Imaginons que je prends mon auto et je commence à démonter pièce par pièce. D'accord? La porte, les vitres, la manette, le levier du change, les sièges, tous les moteurs, les roues, tout. Et je vais mettre ça dans une énorme boîte. D'accord? Et je vais dire, le hasard fait bien les choses. Alors, je brasse comme si quand on brasse les dés, quand on joue aux dés, non? Je brasse. Puis, après 10 minutes, j'ouvre pour voir si toutes les pièces sont rassemblées. Si le hasard a été capable de rassembler toutes les pièces. J'ouvre? Mais non. Alors, je brasse encore. Une heure, un mois, une année, je passe toute ma vie à brasser. Et à la fin, les pièces sont toutes brisées. D'accord? Au lieu d'être assemblées, tout va être brisé là-dedans. Alors, qu'est-ce que ça prend pour assembler une auto? Ça prend un mécanicien. Une personne intelligente qui a étudié, qui a des connaissances et des compétences, comme on dirait aujourd'hui, des habiletés, de connaître pièce par pièce et les rassembler. Or que dans le déisme, si le monde est l'auto, Dieu c'est le mécanicien. L'intelligence qui a assemblé toutes les pièces, tout ce qui existe, et a imposé les règles pour que le monde tourne, et la vie se développe, et le vent et l'air se recyclent continuellement. Tu comprends? C'est un peu plus clair maintenant? Okay. Ceci est le déisme. Une religion traditionnelle, par contre, dit, le déisme dit, moi je vois l'auto, je ne vois pas le mécanicien. Le mécanicien, on ne peut rien dire sur le mécanicien, sauf dire que c'est quelqu'un d'intelligent, mais on ne peut rien dire que sur lui. Une religion traditionnelle dit par contre que le mécanicien s'est manifesté avec une lettre. D'accord? Et cette lettre-là, appelle-la la Bible, le Coran, la Torah, d'accord? C'est la manifestation, la révélation. Le déisme dit non, il n'a rien écrit. Il est là, l'horloge montre, mais l'horloger, non, nous ne le connaissons pas. Oui. Comme il dit, genre, vers une histoire, vous pensez de l'histoire?
Là encore, qui est capable de dire que ce que en ces mots? Alyosha, En général, les siècles de lumière. parle fort que ça va t'enregistrer. Les philosophes de lumière n'aimaient pas la société dans laquelle ils vivaient. Et ils disaient la société vient de l'histoire, parce que c'est les événements du passé qui ont formé la société actuelle. Et donc, dans le sens, ils liaient l'histoire dans le sens qu'ils n'aimaient pas l'histoire vu qu'elle allait former une société qu'ils n'aimaient pas. Et donc, c'est aussi une des raisons qu'ils voulaient faire des réformes et qu'ils ont poussé leur influence à influencer Louis XIV ou d'autres. Oui, on va voir, par exemple, une chose contre laquelle beaucoup de philosophes s'acharneront, ça amènera à la Révolution. Et les idées de la lumière amèneront à la Révolution française. C'est une des raisons, une des facteurs de la Révolution française. C'est par exemple les privilèges de la noblesse. Les nobles en France étaient des privilégiés. Je vous ai dit à Versailles comment ils vivaient. Et les autres, les pauvres, devaient travailler. OK? Une injustice. Mais quand on disait pourquoi c'est comme ça? C'est comme ça parce que ça a été toujours comme ça. Parce que depuis des générations, les nobles, ce sont les nobles. L'autre dit, ben, ce n'est pas une raison. Ce n'est pas raisonnable. Tu comprends un peu plus, Mathias? Bon, je pense que c'est assez pour aujourd'hui.